Antoine Dubois tira les rênes de son cheval arabe avec une telle force que l'animal faillit se cabrer. À ses côtés, Valentine laissa échapper une exclamation de surprise, se cramponnant à la selle. « Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Tu es devenu pâle. » Mais il ne put répondre. Ses yeux étaient fixés sur cette silhouette au loin, travaillant sous le soleil brûlant de la campagne bourguignonne. C'était Hélène, son ex-épouse, avec un ventre de femme enceinte, transportant de lourdes bottes de canne à sucre, comme si ce n'était qu'un jour de travail manuel ordinaire. Le monde sembla s'arrêter à cet instant. Le cœur d'Antoine battait si fort qu'il pouvait l'entendre marteler dans ses propres oreilles. Son esprit calculait frénétiquement, tentant d'assembler les pièces d'un puzzle qui n'avait aucun sens. Le divorce avait été prononcé il y a 8 mois. Son ventre semblait être de 7, peut-être 8 mois. Ce bébé ne pouvait être que le sien. Il n'y avait pas d'autre possibilité mathématique. La certitude s'abattit sur lui comme un poids écrasant, lui coupant le souffle. « Antoine, mon Dieu !» insista Valentine, touchant son bras de doigts glacés. « Tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il était déjà descendu de cheval, ses bottes en cuir italien touchant la terre rouge de la ferme. Ses jambes tremblaient, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Il commença à marcher vers cette femme qu'il avait un jour promis d'aimer pour toujours, celle qu'il avait laissée derrière lui à la recherche de quelque chose qu'il croyait plus important. Hélène perçut sa présence lorsqu'Antoine fut à mi-chemin. Elle laissa tomber les bottes de canne sur le sol poussiéreux, redressa son dos endolori et leva son visage en sueur. Leurs regards se croisèrent. Dans ce regard, il y avait un mélange complexe d'émotions. Une surprise initiale, qui se transforma rapidement en quelque chose de plus dur, de plus défensif. Elle leva le menton dans un geste de fierté qu'Antoine connaissait très bien, cette obstination caractéristique qu'il avait toujours admirée et qui parfois le rendait fou de frustration. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Hélène. La voix d'Antoine sortit rauque, chargée d'émotions brutes. Il reconnaissait à peine son propre ton. Antoine. Elle prononça son nom comme un mot quelconque, sans intonation particulière. La distance dans sa voix lui fit plus mal qu'il ne s'y attendait. « Qu'est-ce que tu veux ici ?» La question vint coupante, directe, sans embâge. Elle essuya la sueur de son front avec le dos de sa main sale dans un geste fatigué qui lui brisa le cœur. Antoine pointa son ventre, les mots coincés dans sa gorge. « Tu es enceinte. »« Observateur, comme toujours ?» répondit-elle avec un sarcasme amer. L'ironie dans sa voix était palpable, une arme affûtée pour maintenir la distance. Elle essuya ses mains sur sa simple robe de coton, si différente des vêtements élégants qu'elle portait lorsqu'ils étaient mariés. « De combien de temps ?» La question sortit presque comme un murmure, bien qu'il connaisse déjà la réponse au fond de son cœur. « Presque 8 mois, » répondit Hélène d'une voix ferme, le regardant droit dans les yeux sans dévier. Il y avait du défi dans ce regard, comme si elle disait qu'elle n'avait pas honte de la situation, qu'elle ne s'excuserait pas d'être enceinte. Antoine sentit ses jambes fléchir. Il serra fortement son panama, comme si cet objet pouvait l'ancrer à la réalité qui s'effondrait autour de lui. La mathématique était simple et dévastatrice à la fois. « C'est le mien ?» Ce n'était pas vraiment une question, c'était une affirmation déguisée. Il savait. Il avait fait les comptes mentalement au moins 5 fois au cours des dernières minutes. 8 mois auparavant, ils étaient encore mariés, partageaient encore le même lit, étaient encore mari et femme, même si les disputes étaient déjà constantes et que l'affection se transformait en ressentiment. Hélène ne répondit pas immédiatement. Mais la vérité était inscrite sur chaque ligne de son visage, fatigué. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix d'Antoine se brisa sur le dernier mot, révélant une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Des années d'éducation raffinée en Europe, d'entraînement à contrôler les émotions dans les milieux d'affaires, tout disparut à cet instant. Il n'était qu'un homme confrontant une vérité qui changeait tout. « J'ai essayé », répondit Hélène, croisant ses bras protecteurs sur son ventre volumineux.
La posture défensive en disait long sur ses sentiments. Quand? Antoine fit un pas en avant, désespéré de comprendre. Quand as-tu essayé? 3 semaines après que nous ayons signé le divorce, expliqua-t-elle d'une voix contrôlée, bien que ses yeux commencent à briller de larmes non versées. Je suis allé au manoir à Paris, j'ai frappé à la porte pendant près de 10 minutes. Elle fit une pause, déglutissant. Ta fiancée m'a ouvert. Elle a dit que tu étais occupé à construire ta nouvelle vie, que tu ne voulais plus entendre parler de moi, que je devais disparaître et ne pas gêner tes projets. Antoine tourna lentement la tête vers l'endroit où il avait laissé Valentine. Elle restait montée sur le cheval beige, assez loin pour faire semblant de ne pas entendre chaque mot, mais assez près pour capter toute la conversation. Sa posture droite, le menton levé, tout en elle criait l'inconfort et la défensive. « Valentine !» l'appela-t-il, la voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. « C'est vrai !» Elle descendit de cheval avec des mouvements gracieux, résultat d'années de leçons d'équitation dans les meilleurs clubs hippiques des Yvelines. Elle marcha vers eux d'un pas mesuré, sa robe d'équitation importée contrastant brutalement avec les vêtements simples et en sueur d'Hélène. « C'est vrai !» confirma Valentine, levant le menton dans un geste de défi qui faisait écho à celui d'Hélène, bien qu'ils viennent d'un endroit complètement différent. Elle est apparue au manoir toute décoiffée, en pleurs, parlant de choses du passé que tu essayais de surmonter. Tu l'as renvoyée sachant que c'était important. Antoine pouvait à peine croire ce qu'il entendait. La colère commençait à bouillonner en lui, chaude et incontrôlable. « Je ne savais pas qu'elle était enceinte », répondit Valentine, ajustant son gant de cuir sur ses mains délicates. Sa voix avait ce ton de quelqu'un qui se justifie sans vraiment s'excuser. « Elle n'a rien dit à propos d'un bébé. Elle est juste apparue, voulant te parler, perturber nos projets. Tu essayais de recommencer. » Valentine continua, sa voix devenant plus défensive. « Nous venions de nous fiancer. Je te protégeais des fantômes du passé qui n'apporteraient que de la souffrance. Comment as-tu pu me protéger en m'empêchant de savoir que j'allais être père ?» cria presque Antoine, perdant complètement le contrôle qu'il avait toujours tant valorisé. Ses mains tremblaient de colère et de frustration. « Elle portait mon fils, et tu l'as chassée de la porte comme une miséreuse. » Hélène fit un pas en avant, la voix coupante comme du verre brisé. « Je n'ai pas dit que j'étais enceinte, car quand je l'ai vue là, toute parfumée et élégante, utilisant tes affaires, commandant dans ta maison, j'ai tout compris. 3 semaines, Antoine. Seulement 3 semaines. Et tu m'avais déjà remplacé par une version améliorée. » La douleur dans sa voix était presque tangible, remplissant l'espace entre eux d'un poids suffocant. « Je ne savais pas que tu étais enceinte, » répéta Antoine, plus pour lui-même que pour elle. La culpabilité commençait à s'installer, lourde et suffocante. Si j'avais su, tout aurait été différent. Et je ne serais pas venu mendier pour que tu me reprennes juste parce que j'attendais un enfant, répliqua Hélène avec fermeté, la main touchant son ventre protecteur. J'ai décidé que si tu pouvais m'oublier en 3 semaines, alors je pouvais élever mon fils seul, et c'est exactement ce que j'ai fait. Antoine regarda autour de lui. Il regarda vraiment pour la première fois depuis son arrivée. La propriété était petite, beaucoup plus petite que tout ce qu'il avait jamais possédé. Environ 36 hectares de terre, une modeste plantation de canne à sucre, une simple maison en bois peinte en blanc, sans les luxes auxquels il s'était habitué. Hélène avait toujours aimé cet endroit. C'était la ferme de sa famille, un héritage laissé par son grand-père qui l'avait élevé lorsque ses parents étaient morts dans un accident de la route. « Tu travailles là-dessus ?» Il désigna les bottes de canne éparpillées sur le sol. Dans cet état, le ton sortit plus accusateur qu'il ne l'avait voulu, chargé d'une inquiétude mal dissimulée. « À quoi t'attendais-tu que je fasse ?» répondit Hélène d'une voix fatiguée. « Une plantation ne se gère pas toute seule. Je n'ai pas d'argent pour embaucher des travailleurs. Je fais ce que je peux dans la mesure de mes forces.
La résignation dans sa voix disait que cette conversation avait déjà eu lieu, probablement avec d'autres personnes du village. « Tu ne peux pas porter de poids comme ça, » insista Antoine, sentant sa poitrine se serrer en l'imaginant faire un travail pénible tous les jours. « Ça pourrait blesser le bébé, ça pourrait te blesser toi-même. »« Eh bien, j'ai porté pendant des mois parce que je n'avais pas le choix, » répliqua Hélène, la voix montant d'un ton. « Quand tu te réveilles et que tu réalises que tu es complètement seule, enceinte et sans ressources, tu fais ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de place pour la délicatesse quand la survie est en jeu. » Elle lui tourna le dos, se baissant pour ramasser les bottes. Antoine avança rapidement, lui retenant le bras avant qu'elle ne puisse soulever le poids. « Non, arrête ça, laisse-moi porter. » Hélène retira son bras, se libérant de son contact. « Je n'ai pas besoin de ton aide maintenant, Antoine. J'ai passé des mois sans elle. Je vais continuer à bien me débrouiller. » Le rejet dans ses mots lui fit plus mal que n'importe quel coup physique. Valentine s'approcha, la voix contrôlée, mais avec un ton d'urgence. « Antoine, nous devons y aller. Nous avons ce dîner à l'ambassade d'Italie ce soir. Ton père t'attendra. » Elle toucha son bras de manière possessive, essayant de le reconnecter à la vie qu'ils avaient temporairement laissée. « Tu y vas seul, » répondit Antoine sans quitter Hélène des yeux. La décision sortit ferme, sans hésitation. « Dis à mon père que des affaires urgentes que je dois régler sont survenues. Comment ça, j'y vais seul ?» La voix de Valentine monta de plusieurs octaves. Le contrôle aristocratique se fissurant enfin. « Nous sommes fiancés, Antoine. Ce dîner est important pour les affaires familiales. Il y a des ambassadeurs, des investisseurs européens, des gens que tu dois impressionner. »« J'ai dit que tu y vas seul, » répéta-t-il, la regardant cette fois directement. Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Ah, la fermeté dans sa voix était la même que celle qu'il utilisait dans les salles de conseil lorsqu'il prenait des décisions définitives. Valentine resta immobile un instant, le visage rougissant de colère et d'humiliation. Ses mains gantées se serrèrent en poing. C'est à cause d'elle, à cause de toute cette situation. Sa voix sortit chargée de dédain déguisé, le regard parcourant Hélène de la tête aux pieds avec une désapprobation évidente. « C'est à cause de mon fils, » corrigea Antoine, la voix dure comme l'acier, « et parce que je dois réparer ce que j'ai fait de mal. »« Je n'y crois pas, » cracha presque Valentine. Elle monta à cheval avec des mouvements brusques, toute son élégance précédente remplacée par une colère mal contenue. « Tu vas regretter cette décision, Antoine Dubois. Mon père n'aimera pas ça du tout, et le tien non plus. » Elle éperonna l'animal plus fort que nécessaire, partant dans un nuage de poussière rouge, laissant Antoine et Hélène seuls au milieu de la plantation silencieuse. Le silence qui s'ensuivit était lourd, chargé d'années d'histoire, de rancœurs non résolues et d'une situation présente que ni l'un ni l'autre ne savaient exactement comment gérer. Antoine rompit finalement le silence. « Hélène, il faut vraiment qu'on parle. »« Il n'y a rien à dire, » répondit-elle automatiquement, mais sa voix était moins convaincue qu'auparavant. La fatigue commençait à peser, tant physique qu'émotionnelle. « Il y a tout à dire, » insista-t-il, ramassant les bottes de canne qu'elle avait laissées. « Tu es enceinte de mon fils, je vais être père, cela change absolument tout. » « Ça change quoi exactement ?» Hélène croisa les bras à nouveau, la posture défensive de retour. « Tu as ta vie à Paris, ta riche fiancée, tes affaires importantes, tes dîners dans les ambassades. J'ai ma vie ici, dans cette petite ferme que tu as toujours méprisée. »« Je n'ai jamais méprisé cet endroit, » protesta Antoine, mais les mots sonnèrent faibles même à ses propres oreilles. « Si, tu l'as méprisé, » répliqua Hélène avec fermeté. « Chaque fois que tu venais ici quand nous étions mariés, tu te plaignais de la chaleur, de la poussière, du manque de sophistication. Tu disais que c'était une vie de campagnard, que tu méritais mieux, que tu étais né pour de plus grandes choses. » Elle essuya une larme qui s'échappa sans permission. « Et peut-être avais-tu raison. Peut-être étais-tu vraiment né pour de plus grandes choses
que ce que je pouvais offrir. Antoine sentit sa poitrine se serrer à la douleur évidente dans ses mots. J'étais un idiot, Hélène, un idiot arrogant qui ne savait pas apprécier ce qu'il avait. Il laissa tomber la canne sur le sol, faisant un pas vers elle. Mais maintenant, je sais. Maintenant, je comprends ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les dîners dans les ambassades. Ce ne sont pas les affaires avec les Européens. C'est ça. Il gesticula autour d'eux. C'est la famille. Eux, ce sont les racines. C'est toi. De belles paroles, dit Hélène d'une voix fatiguée, mais sans la colère d'avant. Antoine a toujours été doué pour les belles paroles. C'est comme ça qu'il m'a conquise la première fois, tu te souviens? Avec des promesses d'amour éternel, de partenariat véritable, de construire une vie ensemble. Et puis, quand les choses sont devenues difficiles, toutes ces belles paroles ont disparu. Elle secoua lentement la tête. Je ne tomberai pas encore dans le même piège. Je n'essaie pas de te tromper, protesta-t-il, la frustration grandissant. J'essaie de réparer mes erreurs, d'être le père que ce bébé mérite, d'être l'homme que tu méritais que je sois depuis le début. Être père, ce n'est pas des visites sporadiques ou envoyer de l'argent, répliqua Hélène. C'est être présent tous les jours, dans les nuits difficiles, dans les couches sales, dans les pleurs inexplicables. C'est un vrai sacrifice, pas des promesses vides. Alors, laisse-moi prouver, implora presque Antoine. Laisse-moi rester ici, aider au travail, être présent quand le bébé naîtra. Donne-moi une chance de montrer que j'ai changé. Hélène le regarda longuement, étudiant le visage qu'elle avait tant aimé un jour, cherchant des signes de sincérité. « Et ta fiancée? Et ta vie à Paris? Et tous tes projets importants ?» questionna-t-elle, la voix chargée d'un scepticisme justifié. « Je vais rompre les fiançailles, » répondit Antoine avec fermeté, la décision se cristallisant au fur et à mesure qu'il parlait. « Ce n'est pas juste envers Valentine de continuer cet engagement quand mon cœur n'y est plus. » « Il n'y est plus ?» Hélène haussa un sourcil, le sarcasme revenant dans sa voix. « Il y était quand tu l'as demandé en mariage. Il y était quand tu projetais une vie entière à ses côtés. » Antoine baissa la tête, incapable de maintenir le contact visuel face à la cruelle vérité. « Je pensais qu'il y était, » admit-il à voix basse. « Je pensais que je voulais cette vie de haute société, les affaires internationales, la reconnaissance sociale. Valentine représente tout cela. Elle vient de l'une des familles les plus traditionnelles de Paris, a des connexions en Europe, parle 4 langues, tu comprends? C'était tout ce que je pensais dont j'avais besoin pour être heureux et complet. » L'honnêteté de ces mots était douloureuse. « Et maintenant ?» demanda Hélène, la voix plus douce, moins défensive. « Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui ?»« Te voir ici. » Antoine gesticula autour d'eux à nouveau. « Enceinte, travaillant seule, m'a fait réaliser à quel point j'ai été égoïste. À quel point j'ai poursuivi des choses vides, tout en laissant derrière moi la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Tu as toujours été réelle, Hélène, toujours vraie. Et j'ai échangé ça contre quoi? Contre des fêtes vides et des conversations superficielles. Ces fêtes vides et ces conversations superficielles semblaient très importantes quand tu m'as demandé le divorce, rappela Hélène, l'ancienne douleur toujours présente dans sa voix. Tu as dit que je n'étais pas assez ambitieuse, que je me contentais de trop peu, que je t'empêchais d'atteindre ton vrai potentiel. Ce furent tes paroles exactes, Antoine. Elles sont gravées dans ma mémoire, comme si c'était hier. Antoine passa la main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'Hélène reconnaissait bien. Je sais ce que j'ai dit et je regrette chaque mot, mais je ne peux pas revenir en arrière et défaire les erreurs. Je peux seulement essayer de faire différemment à partir de maintenant. Il la regarda directement dans les yeux, essayant de transmettre sa sincérité. « Laisse-moi faire différemment, laisse-moi prouver que j'ai appris de mes erreurs. » Hélène soupira profondément, sa main reposant protectrice sur son grand ventre. « Tu peux rester dans la chambre d'amis au fond de la maison, » dit-elle finalement, la voix fatiguée. « Le toit a quelques fuites qui doivent être réparées. La clôture du pâturage nord tombe. Il y a du bois à couper pour l'hiver. Si tu veux vraiment aider, il y a du travail en abondance qui t'attend.
La liste sortit automatique, comme si elle avait mentalement organisé toutes les tâches à faire. « Je fais tout cela et plus encore », répondit Antoine rapidement, le soulagement évident dans sa voix. « Montre-moi juste ce qu'il faut faire. » Mais elle leva la main, interrompant son enthousiasme. « Avant que tu ne penses que cela signifie quoi que ce soit, laisse-moi être très clair. Tu restes dans la chambre d'amis. Je reste dans ma chambre. Nous sommes juste deux personnes partageant temporairement une maison jusqu'à la naissance du bébé. Rien de plus. » Entendu. Antoine acquiesça, bien que sa poitrine se serrât à la distance qu'elle établissait. Je n'attends rien d'autre que la chance de prouver ma valeur. La formalité de ces mots sonnait étrange, compte tenu de l'intimité qu'ils avaient un jour partagée. « Et Antoine, » ajouta Hélène, sa voix devenant plus dure, « si à un moment donné tu décides que cela ne te convient pas, que la vie simple de la ferme est trop, que le luxe et la sophistication te manquent, je veux que tu partes sans drame, sans promesses brisées, sans plus de rancœur. Pars, c'est tout. » « Je ne partirai pas, » promit-il d'une voix ferme. « Pas cette fois, pas quand je sais ce qui est en jeu. »« Nous verrons, » dit Hélène, lui tournant le dos et marchant vers la maison. Ces mots portaient des décennies de scepticisme justifié. Antoine resta immobile un instant, la regardant s'éloigner, son ventre proéminent altérant la démarche qu'il connaissait si bien, puis il ramassa les bottes de canne et commença à les transporter. La maison était exactement comme Antoine s'en souvenait, peut-être un peu plus usée par le temps et le manque de ressources pour un entretien adéquat. Les murs en bois peints en blanc montraient des signes d'écaillage par endroits. La véranda qui entourait la construction avait des planches lâches qui grinçaient, mais il y avait toujours ce charme rustique, ce sentiment de vrai foyer qu'aucune des demeures qu'il fréquentait ne pouvait reproduire. La chambre d'amis au fond était petite et spartiate. Un lit simple avec un matelas fin, une armoire en bois ancienne, une petite table de chevet avec un tiroir bloqué, une fenêtre donnant sur le pâturage où quelques vaches laitières paissaient tranquillement. Il n'y avait pas de rideaux élégants, de tapis persans ou de tout le luxe auquel Antoine s'était habitué, mais il y avait de la propreté, de l'ordre, de la dignité dans cette simplicité. Antoine posa la petite valise en cuir qu'il portait toujours sur son cheval sur le lit. À l'intérieur, il n'y avait que l'essentiel, des vêtements de rechange, des produits d'hygiène, quelques documents importants. Il regarda autour de lui, absorbant la réalité du choix qu'il venait de faire. Quelques heures auparavant, il planifiait un dîner sophistiqué à l'ambassade d'Italie. Maintenant, il était dans une simple chambre de ferme, sur le point de faire un travail manuel pour la première fois depuis des années. La porte grinça et Hélène apparut, apportant des serviettes propres, pliées. « Je pensais que tu en aurais besoin, » dit-elle, sans établir de contact visuel, posant les serviettes sur le lit. « La salle de bain est partagée, elle est dans le couloir. L'eau chaude fonctionne mieux le matin. Le soir, parfois, elle met un peu de temps à chauffer. » Les instructions étaient pratiques, objectives, sans aucune chaleur émotionnelle. « Merci, Hélène, » dit Antoine, acceptant les serviettes. « Je voulais te dire que je suis désolé pour tout, pour les mots que j'ai dits quand nous avons divorcé, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, d'avoir laissé Valentine te chasser sans même savoir la raison de ta visite, pour toutes les erreurs que j'ai commises. » Les mots sortirent sincères, chargés d'un véritable repentir qu'il se permettait enfin de ressentir pleinement. « Tes excuses ne changent pas ce qui s'est passé, » répondit Hélène, le regardant finalement. « Elles ne ramènent pas les mois que j'ai passés seul, effrayé, ne sachant pas comment j'allais tout gérer. Elles n'effacent pas les nuits où j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement, ou les jours où j'ai travaillé jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Les mots sont faciles, Antoine. Les actions sont ce qui compte, et tes actions m'ont montré où étaient réellement tes priorités. Je sais, admit-il, sentant le poids total de ses choix. Et je sais qu'il faudra du temps pour que tu me fasses à nouveau confiance, si tant est que tu me fasses confiance un jour. Mais je suis prête à travailler pour cela,
Peu importe le temps que cela prendra, je n'attends pas un pardon instantané. J'espère seulement avoir l'opportunité de montrer que je suis capable d'être meilleur que je ne l'ai été. » Hélène acquiesça lentement, sa main revenant automatiquement sur son ventre. Le bébé donne beaucoup de coups aujourd'hui. Il semble sentir quand il y a de la tension dans l'air. Elle faillit sourire, mais le sourire n'atteignit pas complètement ses yeux. Le médecin a dit que tout allait bien avec lui, qu'il devrait naître dans environ 3 semaines, peut-être moins. Le pronom masculin confirma ce qu'Antoine soupçonnait déjà. Un garçon. Il allait avoir un fils. « Puis-je » demanda Antoine hésitant, désignant son ventre. Hélène hésita un long moment, clairement partagée entre maintenir la distance et permettre au père du bébé de sentir les mouvements de son fils. Finalement, elle acquiesça brièvement. Antoine s'approcha lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. Il posa sa grande main prudente sur le ventre arrondi, sentant à travers le tissu fin de la robe. Le coup vint fort, directement contre sa paume. Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes non invitées. C'était réel. Il y avait un fils là-dedans, vivant, bougeant, grandissant. L'émotion qui l'envahit fut accablante. Un mélange de joie, de peur, de responsabilité et d'amour instantané pour quelqu'un qu'il n'avait pas encore rencontré. « Il est fort », dit Antoine d'une voix étranglée, incapable de cacher son émotion. « Très fort », acquiesça Hélène, et un instant la dureté dans sa voix s'adoucit. « Il donne des coups de pied toute la nuit. J'ai du mal à dormir correctement. » Elle posa sa propre main sur celle d'Antoine, un geste inconscient de connexion. « Là, tu as senti ?» Il se retourna complètement. « Je pense qu'il n'a pas aimé la position. » Antoine acquiesça, émerveillé par l'expérience de sentir son fils bouger, réagir aux touches. « Comment vas-tu l'appeler ?» demanda Antoine, réalisant qu'il n'y avait même pas encore pensé. « Je pensais à Philippe, » répondit Hélène. Puis elle sembla réaliser quelque chose. « Mais tu es le père aussi. Tu devrais avoir ton mot à dire sur le choix du nom. » L'offre vint avec réticence, mais elle vint. « Philippe est un joli nom, » dit Antoine sincèrement. « Fort, classique. Si tu l'aimes, je l'aime aussi. Pas besoin de changer juste parce que je suis apparu soudainement. » Hélène retira sa main, faisant un pas en arrière et brisant le moment de proximité. « Je dois commencer à préparer le dîner. Tu dois avoir faim après le voyage. Il y a du riz, des haricots verts, quelques œufs de la ferme. Rien de très élaboré comme tu dois être habitué, mais c'est une nourriture honnête et nutritive. » Sa voix revint à un ton pratique, établissant à nouveau la distance à travers les mots choisis. « Puis-je aider ?» offrit Antoine sincèrement, voulant être utile. Hélène le regarda avec une expression difficile à déchiffrer. « Tu sais cuisiner ?» La question vint chargée d'un doute justifié. Antoine pensa à tous les repas qu'il avait pris dans des restaurants chers, aux dîners préparés par des chefs privés, aux banquets sophistiqués. « Non, » admit-il honnêtement, « je n'ai jamais appris. J'ai toujours eu quelqu'un pour cuisiner pour moi. »« Alors non, tu ne peux pas encore aider en cuisine, » ajouta Hélène après une pause. « Mais tu peux apprendre si tu veux. Demain, je peux t'enseigner les bases. Pour l'instant, tu peux aller te laver de la poussière du voyage. Le dîner sera prêt dans 1 heure. » Elle sortit de la chambre, laissant Antoine seul avec ses pensées et la prise de conscience croissante du nombre de compétences de base qu'il n'avait jamais développées parce qu'il avait de l'argent pour payer d'autres personnes pour le faire à sa place. Antoine prit une douche dans l'eau tiède, remplaça ses vêtements élégants par quelque chose de plus simple qu'il avait apporté dans sa valise et sortit explorer la propriété pendant qu'Hélène cuisinait. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose au-dessus des champs de canne. C'était beau d'une manière honnête, sans artifice. Il n'y avait pas la grandeur des paysages européens qu'il avait visités, mais il y avait quelque chose de plus précieux. Il y avait de l'authenticité. Il y avait de la vérité. Il marcha jusqu'à la petite étable, où 2 vaches laitières se reposaient. L'une d'elles leva la tête, le regardant de ses grands yeux doux. Antoine tendit la main avec hésitation, touchant le museau humide de l'animal.
Elle ne recula pas, acceptant la caresse avec la patience caractéristique de l'espèce. À quand remontait la dernière fois qu'il avait été si près d'un animal de ferme? Des années, peut-être une décennie ou plus. Plus loin, un poulailler abritait une vingtaine de poules, qui grattaient et caquetaient, cherchant les derniers grains de maïs de la journée. Certaines étaient déjà perchées dans les nids, se préparant pour la nuit. Un magnifique coq, avec des plumes colorées et une allure fière, patrouillait le périmètre comme une sentinelle vigilante. C'était un microcosme de vie simple, fonctionnel, avec un but clair. Chaque animal avait sa fonction, contribuait à la durabilité de la petite propriété. Antoine regarda ses propres mains, lisses et bien soignées, sans un seul cale. Des mains habituées à tenir des stylos importés, des verres en cristal, des volants de voitures de luxe, des mains qui n'avaient jamais tenu une houe, jamais trait une vache, jamais coupé du bois. Il sentit un mélange de honte et de détermination. Ses mains allaient devoir apprendre, allaient devoir s'adapter. Il avait fait ce choix et allait l'honorer pleinement. La cloche sonna, appelant au dîner. Antoine retourna à la maison, se lava les mains à l'évier extérieur et entra dans la cuisine simple. Hélène avait mis la table avec des assiettes en porcelaine blanche, sans ornement, des couverts de base, des verres ordinaires. Au centre, des casseroles fumantes exhalaient une odeur qui fit grogner son estomac. Riz blanc, haricots verts, œufs au plat, une simple salade. Une nourriture honnête, comme elle l'avait dit. Ils s'assirent, l'un en face de l'autre. Le silence initial était inconfortable. Antoine se servit, prit la première bouchée et fut sincèrement surpris. « C'est très bon », dit-il avec sincérité. « Meilleur que beaucoup de dîners dans des restaurants chers que j'ai fréquentés. » Hélène le regarda avec scepticisme. « Pas besoin d'exagérer juste pour me faire plaisir. »« Je n'exagère pas », insista Antoine. « C'est vrai, ça a le goût de la nourriture faite avec soin. La nourriture faite maison a une saveur qu'aucun restaurant ne peut reproduire. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Hélène rompit le silence. « Demain, tu te lèves à 5 heures du matin. Les vaches doivent être traites tôt. Ensuite, il faut nourrir les poules, ramasser les œufs, réparer cette clôture que j'ai mentionnée. Le travail à la ferme commence tôt et se termine tard. Il n'y a pas de jour de congé le week-end, pas de vacances payées, c'est un travail constant. » « J'entends. » Antoine acquiesça, essayant de ne pas montrer le choc de devoir se lever si tôt. « Je m'en sortirai. »« Nous verrons, » répondit Hélène, le scepticisme toujours présent dans sa voix. Beaucoup de gens idéalisent la vie à la campagne, jusqu'à ce qu'ils doivent affronter sa réalité. Travail pénible, soleil ardent, vraie fatigue. Ce n'est pas un mode de vie de magazine, ce n'est pas un hobby pour le week-end, c'est une survie quotidienne, et si tu ne t'en sors pas, il vaut mieux le découvrir rapidement avant que le bébé ne naisse. La détermination grandit en Antoine. Il allait lui prouver qu'il était capable, qu'il avait changé, qu'il n'était plus cet homme superficiel qui plaçait les apparences au-dessus de la substance. « Je m'en sortirai », répéta-t-il avec plus de fermeté. « Tu peux compter sur moi. » Hélène acquiesça simplement, reportant son attention sur son assiette, clairement non convaincue, mais prête à lui laisser carte blanche pour se montrer à la hauteur. Après le dîner, Antoine proposa de faire la vaisselle. Hélène l'observa avec un mélange de surprise et d'amusement mal dissimulé, tandis qu'il luttait pour trouver où était rangé le savon. Comment régler la température de l'eau? Comment organiser les assiettes pour qu'elles sèchent? Des tâches qui pour elle étaient automatiques, fruits d'années de pratique, étaient pour lui un casse-tête à résoudre. Mais il persista, déterminé à ne pas demander d'aide pour quelque chose d'aussi basique. Quand il eut enfin terminé, les mains rougies par l'eau chaude et quelques assiettes encore avec des résidus de savon, Hélène se contenta de commenter qu'il s'améliorerait avec la pratique. Ce n'était pas exactement un compliment, mais ce n'était pas non plus une critique destructrice. C'était, Antoine le réalisa, sa façon de dire qu'elle reconnaissait l'effort, même si le résultat laissait encore à désirer. C'était un petit début, mais significatif. La nuit tomba complètement, apportant avec elle un concert de grillons
et l'aboiement occasionnel d'un chien de ferme voisin. Antoine sortit sur la véranda, ayant besoin d'air frais et de temps pour digérer tout ce qui s'était passé ce jour-là, qui avait commencé si différemment. Le matin, il planifiait un dîner diplomatique. Maintenant, il était dans une ferme simple, sur le point de devenir père, essayant de regagner la confiance de la seule femme qu'il avait réellement aimée. Hélène le rejoignit sur la véranda quelques minutes plus tard, apportant 2 verres de jus de citron fait maison. Elle en offrit un à Antoine sans rien dire, s'asseyant sur une chaise à bascule qui grinçait doucement avec le mouvement. Ils burent en un silence confortable, observant les étoiles qui semblaient plus brillantes et plus nombreuses que jamais dans la ville polluée. Le ciel était un manteau de points lumineux, chacun racontant des histoires anciennes. « Tu te souviens quand nous faisions ça ?» dit finalement Antoine, la voix basse pour ne pas briser la paix de la nuit. « Nous asseoir ici et juste regarder les étoiles, parlant de tout et de rien. Tu disais que chaque étoile était un rêve en attente de se réaliser. » Hélène acquiesça lentement, le souvenir clairement douloureux. J'étais plus jeune et plus idéaliste à cette époque. Je croyais encore aux fins heureuses et à ce que l'amour était suffisant pour surmonter n'importe quel obstacle. « Et maintenant ?» demanda Antoine, se tournant pour la regarder dans l'obscurité. « Maintenant je suis plus réaliste, » répondit Hélène d'une voix fatiguée. « J'ai appris que l'amour n'est pas suffisant quand les gens veulent des choses fondamentalement différentes de la vie. J'ai appris que certaines étoiles ne sont que des étoiles, pas des rêves en attente de se réaliser. Ce ne sont que des boules de gaz brûlant à des millions de kilomètres de distance, belles mais inaccessibles. » La tristesse dans ces mots brisa le cœur d'Antoine. « J'ai tué tes rêves, n'est-ce pas ?» Sa voix était pleine de culpabilité. Avec mon ambition, mon arrogance, mon refus de voir la valeur de ce qui était vraiment important. J'ai pris cette femme idéaliste et pleine d'espoir et je l'ai transformée en quelqu'un de cynique et de fatigué. La culpabilité dans sa voix était palpable, pesant chaque mot d'une responsabilité qu'il était enfin prêt à porter. « Tu n'as pas fait ça seul, » admit Hélène après une longue pause. « J'y ai aussi contribué. J'étais trop têtu pour essayer de comprendre tes ambitions, trop rigide dans mes propres valeurs. Peut-être que si j'avais été plus flexible, si j'avais essayé de trouver un juste milieu entre ton ambition et ma simplicité, les choses auraient pu être différentes. Mais j'étais aussi jeune, j'ai aussi fait des erreurs. » Son honnêteté à accepter une part de la responsabilité montrait la maturité acquise à travers la souffrance. « Non. » Antoine l'interrompit avec fermeté. « Tu n'aurais pas dû avoir à changer qui tu es pour me faire plaisir. Tes valeurs n'étaient pas fausses, Hélène. Elles étaient honnêtes, elles étaient réelles. C'est moi qui poursuivais des choses vides, essayant de combler un vide interne avec une validation externe. Je pensais que si j'avais assez d'argent, assez de reconnaissance sociale, assez de connexions importantes, je me sentirais enfin complet, mais je me sentais juste plus vide chaque jour. » Hélène se tourna pour le regarder, essayant de déchiffrer dans l'obscurité s'il était sincère ou s'il disait simplement ce qu'il pensait qu'elle voulait entendre. « Comment as-tu découvert cela? Qu'est-ce qui a changé entre l'homme qui a demandé le divorce il y a 8 mois et l'homme assis ici maintenant ?» La question venait chargée d'un besoin réel de comprendre, pas seulement d'un scepticisme défensif. « Moi, te voir enceinte et travaillant seule a été le catalyseur, » admit Antoine. Mais la vérité est que l'insatisfaction grandissait depuis des mois. Chaque fête élégante me semblait plus vide que la précédente. Chaque conversation superficielle sur les affaires et les investissements me laissait plus engourdi. Valentine est belle, intelligente, sophistiquée, mais il n'y a pas de vraie profondeur entre nous. Tout est performance et apparence, maintien d'une image sociale. Et tu penses que tu peux revenir à ça? Hélène gesticula autour d'eux, englobant la simple ferme, la vie sans luxe. Après des années à vivre avec tout le confort possible, entouré de sophistication et de culture, tu penses vraiment que tu peux être heureux ici,
Ou est-ce juste une idéalisation temporaire qui passera dès que la réalité du travail acharné pèsera sur toi? Je ne sais pas, répondit Antoine avec une honnêteté brutale. Je ne vais pas mentir et dire que j'en suis absolument sûr. J'ai passé trop de temps dans une réalité complètement différente, mais je sais que je veux essayer. Je sais que cette vie, aussi confortable qu'elle fut, me tuait de l'intérieur. Et je sais que mon fils mérite un père présent, pas un qui apparaît occasionnellement entre des engagements importants. La vérité crue dans ces mots avait son propre poids. Hélène resta silencieuse pendant un long moment, se balançant doucement sur la chaise, une main posée sur son ventre où Philippe bougeait occasionnellement. Finalement, elle parla, la voix fatiguée. « Tu peux rester jusqu'à la naissance du bébé. Nous verrons comment tu t'adaptes au travail, à la routine, à la réalité de la vie ici. Si après quelques semaines tu réalises que ce n'est pas pour toi, au moins tu auras fait de ton mieux et je saurai que nous avons essayé. » « Merci, dit Antoine sincèrement. Je sais que je ne mérite même pas cette chance. Ou tu ne la mérites probablement pas, acquiesça Hélène sans détour. Mais je le fais pour Philippe. Chaque enfant mérite la chance d'avoir ses deux parents présents, si possible. Et si tu prouves que tu as vraiment changé, que tu es engagé non seulement envers le bébé, mais envers cette vie, peut-être pourrons-nous reconstruire une sorte de relation fonctionnelle. Je ne promets rien de plus. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, admit Antoine, et plus que ce que je méritais de recevoir après tout. Je travaillerai dur pour prouver que cette chance n'a pas été gaspillée. La détermination dans sa voix était réelle, née d'un désir authentique de changement, pas seulement de mots vides essayant d'impressionner. Ils restèrent sur la véranda jusqu'à ce qu'Hélène commence à bâiller, la fatigue de la grossesse pesant sur elle. « Je dois dormir, dit-elle, se levant avec difficulté de la chaise. Demain commence tôt. Jean, le jeune homme qui aide ici parfois, arrive à 6 heures pour t'enseigner sur les vaches. Il est patient, mais il ne tolère pas la paresse. Si tu veux vraiment apprendre, et fais attention à tout ce qu'il t'enseignera. » Le conseil vint pratique, sans émotion excessive. « Je ferai attention. » Antoine promit, se levant également. Hélène s'arrêta à la porte, se retournant pour le regarder une dernière fois. « Antoine, une chose. Si à un moment donné tu sens que c'est trop, que tu n'y arrives pas, je préfère que tu sois honnête avec moi. Je ne te haïrai pas d'admettre que ça n'a pas marché, mais je te haïrai si tu restes ici malheureux, te martyrisant, créant du ressentiment qui finira par exploser. Entendu ? » Entendu. Il confirma. Et je promets que si nous arrivons à ce point, je serai honnête, mais ça n'arrivera pas. Je ferai en sorte que ça marche. Nous verrons, répéta Hélène une fois de plus, entrant dans la maison et laissant Antoine seul avec les étoiles, les grillons et ses pensées tumultueuses. Il resta là quelques minutes de plus, absorbant la paix de la nuit rurale, si différente du bruit constant de la ville. Puis, il alla dans la simple chambre, se coucha sur le lit inconfortable et tenta de dormir. Le sommeil tarda à venir. Antoine resta à regarder le plafond sombre, digérant tout ce qui s'était passé. Le matin, il était un homme fiancé, planifiant une vie de luxe et de sophistication. Maintenant, il était à nouveau un homme célibataire, du moins dans son esprit, dormant dans une chambre spartiate de ferme, sur le point d'apprendre des travaux manuels qu'il n'avait jamais imaginé faire. Le changement était radical, presque surréaliste, mais il se sentait plus en paix que depuis des mois. Le réveil qu'il avait emprunté à Hélène sonna exactement à 4h45 du matin. Antoine gémit, chaque cellule de son corps protestant contre le fait de se lever si tôt, mais il se força à sortir du lit. Il se lava le visage à l'eau froide qui le réveilla complètement, enfila des vêtements de travail simples et sortit dans la cour où Jean l'attendait déjà, appuyé contre la clôture de l'enclos, avec la patience de celui qui s'était levé tôt toute sa vie. « Bonjour », salua Antoine, essayant de paraître plus éveillé qu'il ne l'était. « Bonjour, monsieur Dubois », répondit Jean d'un léger hochement de tête. C'était un jeune homme d'une 20aine d'années, peut-être.
Peau bronzée par le soleil, mains calleuses, muscles définis par le travail constant. Il avait cette sagesse pratique qui vient d'années de travail de la terre, de compréhension des rythmes de la nature. Madame Hélène a dit que vous vouliez apprendre. C'est vrai? Oui, c'est vrai, confirma Antoine, et tu peux m'appeler simplement Antoine, sans le monsieur. Je suis ici pour travailler, pas pour être traité avec formalité. Jean l'étudia un instant, évaluant clairement si Antoine était sincère ou juste un autre riche ennuyé jouant au fermier. Très bien, Antoine, mais sache que le travail à la ferme n'a pas de glamour. C'est sale, c'est lourd, c'est fatigant. Beaucoup de gens de la ville l'idéalisent jusqu'à ce qu'ils prennent l'outil pour la première fois. Je comprends, dit Antoine, essayant de paraître confiant, même sans être vraiment sûr de pouvoir faire tout ce qui serait nécessaire, et je suis prêt à apprendre, peu importe la difficulté. Jean acquiesça lentement. Alors, commençons par les bases. Traire les vaches. Tu as déjà fait ça de ta vie? Antoine secoua la tête négativement, ressentant le premier véritable pincement d'inadéquation. Jamais. Je n'ai même jamais vu quelqu'un le faire de près. Jean guida Antoine jusqu'à l'étable, où les 2 vaches laitières étaient déjà réveillées, mastiquant calmement le foin que quelqu'un, probablement Jean lui-même, avait mis dans les mangeoires. « Celle-ci, c'est Mimosa », dit Jean, touchant affectueusement le flanc d'une vache marron clair. « C'est la plus tranquille. Nous allons commencer par elle. Antoine, apporte ce tabouret là-bas et le seau propre. Il faut qu'il soit toujours propre, sinon ça contamine le lait. » Antoine obéit, se sentant maladroit et déplacé en positionnant le petit tabouret à côté de la vache. Il s'assit, ses jambes se plaignant de la position peu naturelle. Jean démontra la technique, ses mains expérimentées se déplaçant avec un rythme pratiqué. « Tu serres comme ça de haut en bas, ne tire jamais, » expliqua Jean. « Il faut être ferme, mais doux. La vache sent si tu es nerveux ou trop brusque. Essaie maintenant. » Antoine tendit ses mains hésitantes, touchant les mamelles chaudes de la vache pour la première fois. Mimosa tourna la tête, le regardant de ses grands yeux, comme si elle évaluait si elle pouvait faire confiance à cet humain inexpérimenté. Antoine tenta de reproduire le mouvement que Jean avait montré, mais rien ne se produisit. Il essaya de nouveau, avec plus de force, toujours rien. La frustration commença à grandir. « Plus ferme », orienta Jean, et trouve le rythme. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la technique. Il fallut près de 20 minutes à Antoine pour réussir à extraire les premiers jets de lait. Quand il vit enfin le liquide blanc tomber dans le seau avec ce son caractéristique, il ressentit une satisfaction disproportionnée à la conquête. « J'ai réussi », dit-il souriant, malgré la fatigue qui commençait déjà à s'installer dans ses bras. « Tu as réussi », acquiesça Jean avec un petit sourire. « Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire ça pendant les 45 prochaines minutes, jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide. Et il y a encore l'autre vache qui attend. » Quand il eut enfin terminé de traire les 2 vaches, Antoine avait les bras douloureux d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque muscle de l'avant-bras, du poignet, des doigts, tout protestait contre le mouvement répétitif. Jean observa avec une expression neutre, tandis qu'Antoine se levait, chancelant légèrement. « Ça passe avec le temps, » commenta-t-il. « Les muscles s'habituent. Les premiers jours, ça fera pas mal, puis ça deviendra automatique. »« Prochaine tâche, » continua Jean implacable. « Nourrir les poules et ramasser les œufs est plus simple que traire, mais demande de l'attention. Il faut toujours compter combien de poules il y a. S'il en manque une, c'est qu'elle a été mangée par un prédateur ou qu'elle s'est échappée. Et il faut vérifier si les œufs sont bons avant de les ranger. Un œuf fêlé attire les mouches et contamine les autres. Chaque tâche, apparemment simple, avait ses complexités, ses détails importants. Antoine passa toute la matinée à suivre Jean, apprenant tâche après tâche. Nourrir les poules, ramasser les œufs avec soin pour ne pas les fêler, nettoyer le poulailler de la saleté accumulée, réparer une planche lâche de la clôture, couper du bois pour le poêle d'Hélène. Chaque activité exigeait technique, soin, force physique, et chacune révélait à quel point Antoine était mal préparé pour ce type de vie, malgré toute son éducation formelle et son expérience en affaires.
Vers midi, quand le soleil était haut et implacable, Jean fit enfin une pause. « On va déjeuner ? Madame Hélène me prépare toujours à manger quand j'aide ici. Tu dois avoir faim après une matinée comme ça. » Antoine réalisa qu'il avait en effet plus faim qu'il ne s'en souvenait depuis des années. Le travail physique constant avait éveillé un appétit vorace que les repas élégants n'avaient jamais réussi à satisfaire réellement. Hélène avait préparé un déjeuner copieux comme promis. Riz, haricots verts, viande mijotée, salade de laitue et de tomates du potager. Une simple salade. Tout simple, mais abondant, fait pour nourrir des hommes qui travaillaient dur. Les trois s'assirent à table, Antoine et Jean sales, du travail matinal. Hélène les observant tous les deux avec une expression difficile à lire. « Comment ça se passe ?» demanda-t-elle, adressant la question à Antoine comme à Jean. « Il fait des efforts, » répondit Jean diplomatiquement, remplissant généreusement son assiette. « Il a encore beaucoup à apprendre, mais il ne se plaint pas du travail. C'est déjà ça. Beaucoup de gens abandonnent dès le premier jour. » Antoine remercia mentalement Jean de ne pas avoir mentionné le nombre de fois où il avait commis des erreurs, le nombre d'instructions qu'il avait dû écouter 2 ou 3 fois avant de les exécuter correctement, le temps qu'il avait fallu pour accomplir des tâches qui, pour Jean, étaient une question de minutes. « Et toi, Antoine ?» demanda Hélène directement. « Comment tu trouves ça ?»« Difficile, » admit-il honnêtement, ne voyant pas l'intérêt de mentir quand la vérité était évidente. Beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Chaque tâche a des détails que je n'avais jamais considérés, et mon corps souffre à des endroits que je ne savais pas exister, mais j'aime ça. Il y a quelque chose de satisfaisant à faire un travail qui produit des résultats tangibles immédiats. Hélène acquiesça lentement, semblant satisfaite de son honnêteté. Ça devient plus facile avec le temps. Le corps s'adapte, les muscles se renforcent, les mouvements deviennent automatiques. Mais si tu penses que tu ne peux pas continuer, il vaut mieux le dire tout de suite. Ça ne sert à rien de te tuer au travail par obstination et d'abandonner après quelques semaines. Ce serait pire pour tout le monde, surtout pour Philippe quand il naîtra. « Je n'abandonnerai pas, » dit Antoine avec fermeté, la regardant droit dans les yeux. « Je sais que tu ne me crois pas totalement encore. Et je comprends parfaitement pourquoi, mais je prouverai que j'ai changé, non par des mots, mais par des actions cohérentes. Cela peut prendre des semaines, des mois, des années, si nécessaire, mais je le prouverai. » La détermination dans sa voix avait du poids, né d'une conviction véritable, et non seulement d'un orgueil blessé. Après le déjeuner, Jean enseigna à Antoine comment réparer la clôture du pâturage nord. Le travail exigeait de creuser des trous pour de nouveaux poteaux, de mélanger du ciment, de tenir du bois lourd en place pendant que le ciment séchait. C'était un travail brutal, sous le soleil ardent de l'après-midi. Antoine sentit des ampoules se former dans la paume de ses mains, non habituées aux manches rugueux de la pelle. La sueur coulait sur son visage, dans son dos, trempant complètement la simple chemise qu'il portait. Jean travaillait à ses côtés, offrant des conseils si nécessaires, mais permettant à Antoine d'apprendre par l'expérience directe. Il n'y avait aucune condescendance dans la manière du jeune homme, juste la patience pratique de quelqu'un habitué à enseigner. Quand ils eurent enfin terminé, le soleil commençant à descendre à l'horizon, Antoine regarda la clôture réparée avec une fierté authentique. Elle était imparfaite, clairement l'œuvre d'un débutant par endroits, mais elle était fonctionnelle, et il l'avait faite de ses propres mains. Jean prit congé, promettant de revenir le lendemain matin pour continuer à enseigner. Antoine se traîna jusqu'à la maison. Chaque pas était un douloureux rappel de la journée de travail. Hélène était dans la cuisine, préparant le dîner. Elle le regarda, son visage sale, ses vêtements trempés de sueur, ses mains avec des ampoules commençant à se former. « Il faut soigner ces ampoules, » dit-elle d'une voix neutre, sans pitié, mais aussi sans cruauté. « Sinon, elles s'infectent, et tu ne pourras pas travailler demain. » Elle chercha une trousse de premier secours basique, nettoya les ampoules d'Antoine avec un soin professionnel, appliqua de la pommade antibiotique et enveloppa ses mains de gaz propre. Son toucher était impersonnel,
clinique. Mais Antoine ressentit tout de même quelque chose en ayant ses mains tenues par les siennes, même dans un contexte complètement non romantique. « Merci », dit-il quand elle eut terminé. « De rien », répondit Hélène en rangeant la trousse. « Demain, ça fera encore plus mal. Le deuxième jour est toujours pire que le premier. Le corps est déjà fatigué, mais le travail continue pareil. » Antoine prit une douche, l'eau tiède soulageant temporairement ses muscles endoloris. Il enfila des vêtements propres et rejoignit Hélène pour le dîner. La conversation fut minimale, chacun trop fatigué pour faire un effort social, mais il y avait un étrange confort dans le silence partagé, dans la compagnie sans exigence. Après avoir mangé, Antoine insista pour refaire la vaisselle, malgré ses mains bandées rendant la tâche plus difficile. Il fit un meilleur travail que la veille, apprenant où chaque objet était rangé. La routine s'établit les jours suivants. Se lever avant le soleil, traire les vaches avec Jean, s'occuper des poules, travailler à diverses réparations sur la propriété, déjeuner copieusement, travailler davantage l'après-midi, dîner dans un silence relatif, dormir épuisé. Antoine sentait son corps se transformer lentement, ses muscles se développer à de nouveaux endroits, sa peau bronzée sous le soleil constant. Ses mains développaient les premiers callosités, là où il n'y avait auparavant que de la peau douce. Chaque soir, lui et Hélène s'asseyaient brièvement sur la véranda avant de dormir. Les conversations étaient courtes, pratiques, sur le travail du lendemain ou sur la façon dont Philippe bougeait. Il n'y avait pas d'intimité émotionnelle. Mais il y avait une sorte de camaraderie naissante, celle qui naît entre des personnes partageant le même espace et travaillant vers le même objectif fondamental de maintenir la ferme en état de marche. Une semaine après son arrivée, Antoine se réveilla pour trouver une lettre sous sa porte. Il reconnut immédiatement l'écriture élégante de Valentine. Il l'ouvrit de doigts calleux, tachant légèrement le papier fin de terre qui semblait incrusté en permanence sous ses ongles. La lettre était brève et coupante. Elle rompait officiellement les fiançailles. Elle le traitait d'imprudent, d'immature, de gaspilleur d'opportunités. Elle disait qu'il allait regretter amèrement d'avoir gâché un avenir brillant par un sentimentalisme bon marché. Antoine lut la lettre 2 fois, s'attendant à ressentir quelque chose. Regret, colère, tristesse, mais il ne ressentit qu'un soulagement. Valentine avait raison de rompre. Il ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais vraiment aimée. Et elle méritait quelqu'un qui partageait vraiment ses ambitions sociales, pas quelqu'un qui prétendait être ce qu'il n'était pas. Il rangea la lettre dans un tiroir, un souvenir d'une vie qui semblait déjà appartenir à une autre personne, et alla traire les vaches comme il le faisait chaque matin désormais. Ce soir-là, il mentionna nonchalamment à Hélène que Valentine avait officiellement rompu les fiançailles. Hélène acquiesça simplement, sans surprise ni plaisir visible à cette nouvelle. « C'était inévitable », commenta-t-elle. « Vous vouliez des choses très différentes de la vie. Mieux vaut rompre maintenant que de continuer malheureux en feignant une compatibilité qui n'existe pas. » Antoine acquiesça, appréciant son manque de dramatisation à ce sujet. 2 semaines de plus s'écoulèrent. Antoine réussissait maintenant à traire les vaches presque aussi vite que Jean, ses mains trouvant automatiquement le bon rythme. Il pouvait porter des sacs de nourriture qu'il parvenait à peine à soulever du sol la première semaine. Il savait exactement comment réparer des planches lâches, comment aiguiser des outils, comment identifier quand une poule était malade simplement par son comportement. C'était un savoir pratique, utile, qu'aucune université européenne ne lui avait enseigné. Hélène commença à se détendre légèrement autour de lui, la dureté défensive diminuant progressivement. Il n'y avait pas encore une confiance totale, mais il y avait une acceptation croissante qu'Antoine faisait des efforts sincères, ne se contentant pas de simuler un effort pour impressionner. Elle commença à lui apprendre à cuisiner des plats de base, faisant preuve d'une patience surprenante lorsqu'il brûlait les haricots ou laissait le riz collé à la casserole. « Tout le monde fait ses erreurs », disait-elle. « On apprend en faisant, pas en lisant. » Un après-midi,
Alors qu'ils travaillaient ensemble dans le potager, Hélène s'arrêta soudainement, la main allant automatiquement à son ventre. Antoine le remarqua immédiatement. « Qu'y a-t-il ? Tout va bien ?» Il se précipita à ses côtés, le cœur battant de préoccupation. « Tout va bien ?» Elle le rassura, bien que son visage montrât de l'inconfort. « Juste une contraction de Braxton Hicks. C'est normal à ce stade. Le corps s'entraîne pour le vrai accouchement. »« Tu es sûr ?» insista Antoine, étudiant son visage pour déceler des signes de vraie douleur. « Tu devrais te reposer. Pas travailler dans le potager sous le soleil. Je vais finir ça. Tu rentres et tu te reposes. » Hélène ouvrit la bouche pour protester, mais une autre contraction survint, plus forte que la première. « D'accord, » acquiesça-t-elle à contre-cœur. « Peut-être as-tu raison, mais ne déterre pas les pieds de tomates par erreur. Ce sont les mauvaises herbes qui doivent partir, et pas les plantes que nous cultivons exprès. » Antoine l'aida à rentrer dans la maison, l'installa sur une chaise confortable, les pieds surélevés, lui apporta de l'eau fraîche, puis retourna au potager, travaillant avec un soin supplémentaire pour s'assurer qu'il n'arrachait que les mauvaises herbes, laissant les plantes précieuses intactes. Le travail était minutieux, exigeant une attention aux détails, mais il y avait quelque chose de méditatif en lui, du temps pour penser pendant que ses mains étaient occupées. Ce soir-là, Jean ne se présenta pas pour la première fois depuis l'arrivée d'Antoine. Il envoya un message par un voisin disant qu'il avait de la fièvre et devait se reposer. Antoine se retrouva seul avec les tâches du matin. Un instant, il pensa à réveiller Hélène pour lui demander des conseils, mais il y renonça. Elle avait besoin de repos, surtout après les contractions de la veille au soir. Il allait devoir se débrouiller seul. Les vaches étaient agitées quand Antoine arriva à l'étable, plus tôt que d'habitude. Il leur murmura des mots rassurants qu'il avait appris en observant Jean, se déplaçant avec le calme délibéré auquel les animaux réagissaient le mieux. Il les trait toutes les deux, le processus prenant plus de temps sans la supervision et l'encouragement de Jean, mais il y parvint. Le lait était propre, la quantité semblait correcte. Première réussite de la journée. Il nourrit les poules, ramassa les œufs, vérifia l'eau dans les abreuvoirs. Tout fut fait en suivant la routine établie au cours des dernières semaines. Quand il eut terminé, le soleil se levait, peignant le ciel de nuances roses et oranges. Antoine s'arrêta un instant, appréciant la beauté simple, le genre qu'il ne remarquait jamais dans l'agitation de la ville. Il y avait une paix dans cette matinée rurale, un sentiment de connexion avec les rythmes naturels que notre vie moderne obscurcit généralement. Hélène apparut sur la véranda, surprise de voir tout déjà fait. « Où est Jean ?» demanda-t-elle. « Il est malade aujourd'hui » expliqua Antoine. « Il a fait savoir qu'il ne viendrait pas, alors j'ai tout fait seul. J'espère que c'était bien fait. » Hélène inspecta le travail, vérifiant le lait et comptant les poules, regardant les œufs ramassés. Son visage montra une surprise sincère lorsqu'elle se tourna vers lui. « Tu as tout fait parfaitement, même mieux que ce à quoi je m'attendais pour quelqu'un qui travaille seul pour la première fois. » Le compliment, aussi petit fut-il, réchauffa quelque chose en Antoine, de manière disproportionnée. C'était une reconnaissance authentique de compétences acquises par un effort réel, pas des éloges vides basés sur le statut social ou les liens familiaux. « Merci », dit-il simplement. « J'avais peur de gâcher quelque chose d'important sans Jean pour m'orienter, mais j'ai suivi tout ce qu'il m'a appris ces dernières semaines. »« Tu as fait attention », observa Hélène. « Beaucoup de gens écoutent les instructions, mais ne font pas vraiment attention. Tu as appris. » Les jours continuèrent de passer, chacun apportant de petites victoires et des défis constants. Antoine apprit à lire le temps, observant le ciel et le comportement des animaux. Il apprit que les poules s'agitent avant les orages, que les vaches se dirigent vers les zones protégées lorsqu'elles sentent des changements de pression atmosphérique. Un savoir ancien, transmis à travers des générations de personnes vivant proches de la Terre, maintenant absorbé par quelqu'un qui pensait que l'éducation signifiait seulement les livres et les théories.
Un matin, presque 3 semaines après l'arrivée d'Antoine, Hélène descendit prendre son café plus tard que d'habitude. Elle avait des cernes profonds sous les yeux, se déplaçant avec une prudence évidente. « Tu as mal dormi ?» demanda Antoine, lui servant du café sans qu'elle ait besoin de le demander. « Les contractions ont duré toute la nuit, admit-elle, acceptant la tasse avec gratitude. Ce ne sont pas encore des contractions de travail, juste des contractions préparatoires, mais elles sont assez inconfortables pour empêcher un sommeil décent. Madame Françoise, la sage-femme, a dit qu'il ne restait probablement qu'une semaine maintenant, peut-être moins. Tu devrais l'avertir que les contractions ont augmenté, suggéra Antoine, la préoccupation évidente dans sa voix. Juste pour s'assurer que tout se passe normalement. Je vais envoyer Jean la chercher quand il arrivera, ou je peux y aller moi-même, si tu préfères. Hélène réfléchit un instant, puis acquiesça. Ce serait bien d'avoir sa confirmation que tout progresse comme il se doit. Madame Françoise habite à environ 5 kilomètres d'ici, à la ferme des Bertrands. Tu sais y aller à cheval ? Antoine sella le cheval, suivant les instructions qu'Hélène lui donna sur le chemin de la propriété des Bertrands. La promenade était belle, traversant des champs de cannes ondulant dans la brise matinale, de petits ruisseaux serpentant dans le paysage, des fermes occasionnelles avec des enfants jouant dans les cours. C'était un monde complètement différent de celui où il avait grandi, mais il y avait en lui quelque chose de fondamental et de réel, qui résonnait d'une manière que la vie urbaine n'avait jamais pu faire. Madame Françoise était une femme d'une 60aine d'années, petite et robuste, avec des mains fermes et des yeux perspicaces qui semblaient voir à travers les gens. Elle écouta le récit d'Antoine sur les contractions nocturnes d'Hélène, posa quelques questions spécifiques sur la fréquence et l'intensité, puis acquiesça d'un air décidé. « Je vais prendre mes affaires et aller la vérifier. C'est probablement normal, mais mieux vaut être sûr. Tu es le père du bébé ?» La question vint directe, sans détour. « Oui », confirma Antoine, croisant son regard sans détourner les yeux. « Et je suis aussi son ex-mari. Nous travaillons à reconstruire ce que j'ai brisé par mes mauvais choix. » Madame Françoise l'étudia longuement, puis quelque chose qui pouvait être de l'approbation passa sur son visage. « Au moins, tu es honnête au sujet de tes erreurs. C'est plus que beaucoup d'hommes n'y arrivent. » Elle prit un sac en cuir usé par l'usage. « Allons-y. Plus tôt je l'examinerai, plus tôt nous serons sûrs que la mère et le bébé vont bien. » Le retour à cheval se fit dans un silence confortable, Madame Françoise montant avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé toute sa vie en selle. Quand ils arrivèrent, Hélène était sur la véranda attendant clairement. La sage-femme descendit avec une agilité surprenante pour son âge, montant les marches d'un pas confiant. « Allons voir comment vous allez, vous et ce petit gars, » dit-elle d'une voix maternelle, guidant Hélène à l'intérieur de la maison. Antoine attendit sur la véranda, anxieux d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie dans les salles de réunion d'affaires, où les négociations de millions. C'était réel. Cela avait des conséquences réelles qui importaient plus que n'importe quel accord commercial. Il fit les 100 pas, essayant d'entendre les conversations étouffées venant de l'intérieur. Jean arriva, surpris de voir Antoine si visiblement nerveux. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Madame Françoise examine Hélène », expliqua Antoine. « Les contractions ont augmenté pendant la nuit. » Les deux hommes attendirent ensemble. Jean avec la patience de celui qui avait grandi à la campagne où le rythme de la nature ne peut être précipité. Antoine luttant pour apprendre cette même patience. Finalement, après ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que 30 minutes, Madame Françoise sortit. « Tout progresse normalement, » annonça-t-elle. « Le bébé est en bonne position. » Battement de cœur fort. « D'après mes estimations, il naîtra dans les 3 à 5 prochains jours, peut-être même aujourd'hui ou demain, si les contractions continuent d'accélérer. » Elle se tourna spécifiquement vers Antoine. « Tu voudras être présent à l'accouchement ?» La question était directe, sans jugement, juste pratique. Antoine hésita, regardant vers la porte où se trouvait Hélène. « J'aimerais beaucoup,
Mais c'est la décision d'Hélène de m'y laisser. C'est une situation très intime. Je ne forcerai pas ma présence si elle préfère l'intimité. La considération dans ces mots montrait une réelle croissance en empathie et en respect de son autonomie. « Je vais lui demander », dit Madame Françoise, retournant à l'intérieur. Antoine et Jean attendirent à nouveau, la tension palpable dans l'air. Quand la sage-femme revint, elle était accompagnée d'Hélène, se déplaçant lentement mais déterminée. « Je veux que tu sois présent », dit Hélène directement à Antoine, la voix ferme, malgré son nervosisme visible. « C'est ton fils aussi. Tu devrais être là quand il arrivera au monde, si tu veux être là, bien sûr. »« Je veux », répondit Antoine immédiatement, l'émotion lui serrant la gorge. « Merci beaucoup de me donner cette chance. »« Je ne te donne pas une chance, » corrigea Hélène gentiment. « Je reconnais ton droit en tant que père. » Et aussi, elle fit une pause, la voix devenant plus douce. « Tu as prouvé ces dernières semaines que tu es engagé, que tu ne disparaîtras pas quand les choses deviendront difficiles. Cela signifie quelque chose. » Madame Françoise les instruisit tous deux sur ce à quoi s'attendre lorsque le vrai travail commencerait. Elle décrivit les étapes, les signes de progression, quand il était temps de la rappeler pour l'accouchement lui-même. Elle parla avec l'autorité calme de celle qui avait mis au monde des centaines de bébés dans des chambres de ferme simples, se fiant à la connaissance traditionnelle et à un instinct aiguisé plus qu'à l'équipement médical moderne. « Je vais rentrer chez moi maintenant », annonça-t-elle, rangeant ses affaires dans son sac usé. « Mais faites-moi appeler immédiatement lorsque les contractions commenceront à venir toutes les 5 minutes, ou si la poche des os se rompt. Peu importe l'heure, le jour ou la nuit, vous savez où me trouver. » Elle regarda sévèrement Antoine. « Et toi, jeune homme, tu devras être fort pour elle. L'accouchement n'est pas facile. Elle aura besoin de soutien, pas de quelqu'un qui s'évanouit ou panique. »« Je serai fort, » promit Antoine, bien que intérieurement il ressentit une peur croissante de l'inconnu. Il n'avait jamais assisté à une naissance. Il savait à peine à quoi s'attendre, hormis les descriptions cliniques qu'il avait lues dans les livres. Mais il serait là, ferme, faisant ce qui était nécessaire pour Hélène et pour Philippe. Madame Françoise partit avec la promesse de revenir rapidement quand elle serait appelée. La ferme retrouva sa routine normale, mais il y avait une tension sous-jacente, l'attente que tout pouvait changer à tout moment. Cette nuit-là, Antoine dormit à peine, les oreilles attentives à tout son provenant de la chambre d'Hélène. Chaque fois qu'il l'entendait bouger, il se levait pour vérifier si tout allait bien, si elle n'avait besoin de rien. La 3e fois, Hélène ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. « Je vais bien », dit-elle, avec un petit sourire fatigué. « C'est juste le bébé qui bouge beaucoup. Il semble savoir que l'heure est presque venue. Va dormir, Antoine. Tu auras besoin d'énergie quand le travail commencera vraiment. » Mais le travail commença seulement 2 matins plus tard. Antoine était à l'étable avec Jean en train de traire les vaches quand il entendit Hélène l'appeler, la voix tendue. « Antoine, j'ai besoin de toi. » Il laissa tout tomber, courant vers la maison. Il trouva Hélène dans la cuisine, se tenant le ventre, le visage pâle. « La poche des os a rompu, » dit-elle, désignant la flaque de liquide sur le sol. « Et les contractions sont fortes, beaucoup plus fortes qu'avant. »« Jean, » appela Antoine, « va chercher Madame Françoise. Cours !» Le jeune homme acquiesça, courant déjà vers son cheval. Antoine guida Hélène prudemment vers la chambre, l'aidant à s'allonger sur le lit qui avait été préparé avec des draps propres exactement pour ce moment. « Respire profondément », l'instruisit-il, essayant de paraître plus calme qu'il ne se sentait. « Tu te souviens de ce que Madame Françoise a dit ? Des respirations profondes pendant les contractions. » Les contractions venaient de plus en plus près, chacune faisant serrer les dents à Hélène et tenir la main d'Antoine, avec une force suffisante pour blesser. Mais il ne se plaignit pas, se contentant de murmurer des encouragements, d'essuyer la sueur de son front avec un linge humide, de compter les minutes entre les contractions, comme Madame Françoise l'avait instruit. Cela sembla une éternité,
Mais ce ne furent probablement que 20 minutes avant que Jean ne revienne avec la sage-femme. Madame Françoise entra dans la chambre comme un général, prenant le commandement de la bataille, évaluant rapidement la situation avec des yeux expérimentés. Elle examina Hélène, posa quelques questions, puis acquiesça satisfaite. « Ça progresse bien. Dilatation de 7 centimètres déjà. Ce bébé est pressé d'arriver. » Elle regarda Antoine. « Tu restes ou tu sors ?»« Je reste, » répondit-il fermement. « Alors tu fais ce que je dis, quand je le dis, sans discuter. Entendu ? » « Entendu. » Les heures suivantes furent les plus intenses de la vie d'Antoine. Hélène criait avec les contractions les plus fortes, lui serrait la main jusqu'à ce que ses os lui fassent mal, jurait occasionnellement lorsque la douleur devenait insupportable. Madame Françoise commandait tout avec une efficacité calme, instruisant quand pousser, quand respirer, quand se reposer entre les contractions. Antoine suivait les ordres, tenant Hélène, essuyant son visage, offrant de l'eau, murmurant des encouragements constants. Encore une fois, Hélène, instruisit Madame Françoise. Les mains positionnées pour recevoir le bébé. Une grosse poussée maintenant. Tu y arrives, c'est la dernière. Hélène cria, le son venant d'un endroit profond et primitif, tout son corps se contractant dans un dernier effort monumental. Et puis un autre son emplit la chambre, le cri fort et indigné d'un nouveau-né. « C'est un garçon !» annonça Madame Françoise inutilement, soulevant le bébé mouillé et couvert de vernix. Antoine sentit des larmes couler sur son visage sans honte, tandis qu'il observait la sage-femme nettoyer rapidement Philippe, l'évaluer de ses yeux expérimentés, puis l'envelopper dans un tissu doux. « Il est parfait, » déclara-t-elle. « 10 doigts, 10 orteils, poumons forts au son de ce cri. » Elle plaça le bébé dans les bras d'Hélène. « Voici ton fils, mère. Tu as fait un excellent travail. » Hélène tint Philippe contre sa poitrine, pleurant elle aussi. Un mélange d'épuisement, de soulagement et d'amour instantané transformant son visage. « Bonjour, mon amour, » murmura-t-elle au bébé qui pleurait encore. « Bonjour, Philippe, ta maman est là. » Antoine resta à ses côtés, observant la mère et l'enfant, sentant quelque chose de fondamental changer en lui. C'était son fils. Cette petite vie qui venait d'entrer dans le monde était la sienne à protéger, nourrir, aimer inconditionnellement. « Tu veux le prendre ?» demanda Hélène après quelques minutes, regardant Antoine avec une expression plus douce qu'il n'en avait vue depuis des semaines. Antoine acquiesça, incapable de former des mots. Tendant les bras avec une infinie précaution, Hélène lui transféra le bébé, le poids léger mais substantiel, chaud, vivant. Antoine regarda le petit visage rouge, les yeux serrés, la bouche qui s'ouvrait et se fermait cherchant de la nourriture, et sentit son cœur se dilater d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. « Bonjour, Philippe, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Je suis ton père. Je suis désolé de ne pas avoir été là depuis le début, mais je suis là maintenant et je serai toujours là, je le promets. » Ces mots étaient un vœu plus sérieux que n'importe quel serment qu'il ait jamais prononcé dans sa vie. Madame Françoise acheva les soins post-partum pour Hélène, s'assurant que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de complications. Puis elle enseigna à Antoine comment tenir Philippe correctement, comment donner le bain au bébé, comment changer les couches. « Vous aurez beaucoup de nuits blanches devant vous », prévint-elle avec un sourire entendu. Les nouveau-nés ne connaissent pas les horaires pratiques, mais ça vaut chaque minute de sommeil perdu. Elle rangea ses affaires, satisfaite que la mère et le bébé soient en bonne santé. « Je reviendrai demain pour voir comment vous allez, mais pour l'instant, reposez-vous. »« Tu as été incroyable, » dit-elle à Hélène, « et tu t'en es bien sorti pour un jeune père, » ajouta-t-elle à Antoine. Après le départ de Madame Françoise, Antoine s'assit au chevet du lit où Hélène se reposait, Philippe dormant paisiblement dans ses bras. La chambre était silencieuse, à l'exception de la douce respiration du bébé et des sons occasionnels de la ferme à l'extérieur. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, créant des motifs dorés sur les murs en bois. C'était un moment parfait, simple et profondément significatif. « Merci, » dit Hélène doucement, regardant Antoine. « D'être ici,
d'être resté, de ne pas avoir abandonné, même quand c'était difficile. Tu as vraiment prouvé quelque chose ces dernières semaines. Non seulement pour moi, mais pour toi-même, je pense. L'honnêteté dans ces mots le toucha profondément. Une reconnaissance authentique qu'Antoine avait besoin d'entendre. « C'est moi qui te remercie », répondit-il, la main se tendant pour toucher délicatement la petite tête de Philippe. « De me donner cette chance, de me laisser faire partie de cela. J'ai gaspillé tellement de temps à poursuivre des choses vides, alors que tout ce qui comptait était ici. Notre famille, cette vie réelle. » Il fit une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. « Je sais que nous avons encore beaucoup à travailler entre nous. Je sais que la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, mais je veux essayer. Je veux être le mari que tu mérites, le père dont Philippe a besoin. » Hélène resta silencieuse un long moment, étudiant son visage, cherchant la sincérité ou des signes de promesse qui seraient de nouveau brisés. Ce qu'elle trouva sembla la satisfaire, car elle acquiesça finalement. « Je veux aussi essayer. Je ne promets pas que ce sera facile ou que je pardonnerai tout instantanément. Mais tu as montré un réel engagement, et cela mérite une véritable chance de recommencer. Allons-y doucement, un jour à la fois, et construisant quelque chose de solide, au lieu de nous précipiter vers quelque chose qui s'effondrera à nouveau. » Les mois suivants furent intenses, d'une manière complètement nouvelle. Antoine apprit rapidement que Madame Françoise avait raison à propos des nuits blanches. Philippe se réveillait toutes les 2 heures, parfois plus souvent, voulant manger ou ayant besoin d'un changement de couche, ou simplement voulant être tenu. Antoine partageait les quarts de nuit avec Hélène, se levant quand elle était trop épuisée, marchant dans la chambre avec le bébé qui pleurait, chantant des berceuses qu'il improvisait quand il n'en connaissait aucune traditionnelle. Jean prit en charge plus de tâches matinales à la ferme pour donner à Antoine le temps d'aider avec Philippe. Le jeune homme ne commenta jamais le changement d'arrangement, se contentant de faire le travail avec une efficacité silencieuse, permettant au nouveau père de naviguer dans les eaux inconnues de la paternité. Les voisins commencèrent à apparaître avec des cadeaux, des vêtements de bébé que leurs propres enfants avaient dépassés, des couvertures faites à la main, des conseils non sollicités, mais bien intentionnés sur les soins aux nourrissons. Antoine se retrouva à faire des choses qu'il n'avait jamais imaginé faire, changeant des couches sales sans se plaindre, lavant de petits vêtements à la main, apprenant à distinguer les différents types de pleurs de bébé. Philippe qui pleurait de faim sonnait différemment de Philippe mal à l'aise avec une couche sale, qui, à son tour, sonnait différemment de Philippe voulant simplement de l'attention. C'était un nouveau langage, appris par essais et erreurs et de longues nuits de pratique. Une semaine après la naissance, dans le calme de la nuit, Philippe dormant enfin après une séance de coliques particulièrement difficile, Hélène trouva Antoine sur la véranda, regardant les étoiles, comme il le faisait occasionnellement avant la naissance du bébé. « Puis-je me joindre à toi ?» demanda-t-elle. « Toujours », répondit-il, l'aidant à s'asseoir avec précaution sur la chaise à bascule, son corps se remettant encore de l'accouchement. Ils restèrent en silence confortable pendant quelques minutes, existant simplement dans l'espace l'un de l'autre. Puis Hélène parla. « Je pensais et je veux te dire quelque chose. » Antoine se tourna vers elle, attentif. « Quand tu es apparu ici il y a quelques semaines, je ne croyais pas que tu resterais. Je pensais que c'était une impulsion émotionnelle, que cela durerait quelques jours jusqu'à ce que la réalité du travail acharné te fasse fuir, mais tu es resté, et plus que cela, tu t'es adapté. Tu as réellement changé. »« Je devais changer, » répondit Antoine honnêtement. « L'homme que j'étais ne te méritait pas, ne méritait pas d'être père. J'étais tellement perdu à chercher la validation externe que j'ai perdu de vue ce qui donnait réellement un sens à la vie. Te voir enceinte seule m'a forcé à affronter à quel point mes choix avaient blessé quelqu'un que j'aimais et que j'aime encore. » La confession sortit naturelle, vraie. Hélène prit sa main, entrelaçant ses doigts calleux avec les siens. « Je t'aime aussi, Antoine.
Je n'ai jamais complètement arrêté, même quand je le voulais, même quand j'étais furieuse contre toi, déçue, blessée. Une partie de moi aimait encore l'homme que tu as été un jour. Et maintenant, en voyant l'homme que tu deviens, l'amour revient plus fort, différent qu'avant, plus mature, plus réel. Antoine serra sa main, ne se fiant pas à sa voix pour répondre immédiatement, sans se briser. Quand il parla finalement, les mots sortirent chargés d'émotion. « Épouse-moi à nouveau, Hélène. Non pas parce que tu es enceinte, non par obligation ou pour Philippe, mais parce que je t'aime et je veux passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de cet amour chaque jour par des actions, pas seulement des mots. Laisse-moi être ton mari pour de vrai cette fois. » Hélène le regarda, les larmes coulant librement maintenant. Un sourire illuminant son visage d'une manière qui rivalisait avec les étoiles au-dessus. « Oui, dit-elle, la voix ferme, malgré les larmes. Oui, 1000 fois oui, parce que tu as prouvé tout ce qu'il fallait prouver. Que le vrai changement est possible, que l'amour peut être reconstruit plus fort après s'être brisé, que l'engagement véritable vaut plus que toute richesse matérielle. Tu es l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. » Antoine la tira dans une étreinte serrée, tous deux pleurant maintenant, libérant des mois de tension, de peur, d'espoir, d'amour refoulé. Quand ils se séparèrent enfin, ils rirent de leurs propres larmes, s'essuyant mutuellement le visage avec tendresse. « Pas besoin d'un grand mariage, » dit Hélène. « Quelque chose de simple ici à la ferme, avec les gens qui comptent vraiment. Jean, Madame Françoise, les voisins qui nous ont soutenus, ton père, s'il veut venir. Rien d'élaboré, juste honnête, parfait. » Antoine acquiesça, parce que c'est exactement ce que nous sommes maintenant. Honnête, simple, réel, et c'est infiniment mieux que n'importe quelle fantaisie que j'ai poursuivie avant. Ils passèrent le reste de la nuit à faire des projets modestes, parlant de l'avenir, pour la première fois, avec la confiance réelle qu'ils en auraient un ensemble.